En même temps, on s'extasie, mais c'est que le générique. Ah mais vachement bien et vachement long. Et ça, c'est la caractéristique des films de Peter Jackson. Peter Jackson. Ouais, c'est... Salut. Oh, tiens. Oh mon dieu. On vient de finir de voir le Hobbit. Le Hobbit de Peter Jackson. Ouais. Et on va en parler. Voilà. Alors truc nouveau, cette fois on va dire les notes dès le début, histoire d'avoir une température directe sur le film, genre qui a aimé, qui a pas aimé. Donc, allez, j'ai l'habitude de commencer, toi. Alors vas-y, Jérém, quelle est ta note sur 10 pour moi? Je te laisse commencer. Moi une note, donc sur 10. Ouais, sur Sur 10. Sophie, pour l'instant, la note que je donne avant débat, je mettrais 6,5 sur 10. 6,5. Oui. Sachant ce qu'il a pensé de la trilogie du Seigneur des Anneaux, je me dis que c'est bien parti là. Que c'est pas mal? Là, c'est pas mal. D'accord. Tu pensais à plus sévère? Ouais. J'ai hésité. Il trouvait que le Seigneur des Anneaux c'était pourri. Hein. Et pas pourri, mais je dirais que Seigneur des Anneaux, je mettrais 6, tu vois, ou 5,5, 6, et là 6,5 peut-être. Pour moi, c'est chiant parce que c'est une pensée bizarre. Mais bref, en gros, moi je lui mets 8, 7,5, 8. Parce que c'est pas parfait, et ça pourrait être encore mieux. Mais je lui mets 8 parce que dans le genre, c'est quand même bien foutu du début à la fin. Et je m'attendais pas à être capable, vu que j'ai vu ça avec 10 ans de moins les premiers, je pensais pas y adhérer aussi facilement avec 10 ans de plus dans la gueule. Et en fait, ça a trop marché, la magie était là. Il y a le côté envoûtant de l'univers de Tolkien qui marche. Et du coup, 8 sur 10. Ah, c'est bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du film étape par étape, hein, si étape je puis me par permettre étape. Alors, l'écriture, la réalisation Alors ouais, dans l'ensemble c'est très joli. Voilà, c'est quand même c'est très bien joué, c'est très bien designé. Il y a vraiment des visions de ouf. Voilà, il y a un univers. Après, j'avoue ne pas être totalement rentré dedans non plus. Commençons par le début. C'est très dur d'expliquer ce que j'aime pas dans la mise en scène de Peter Jackson. Je trouve en fait qu'il a tendance à être trop virtuose presque dans sa façon de filmer les scènes. Trop de mouvements, tout simplement, trop de mouvements quand il n'y en a pas toujours besoin. Et sans aller dire que j'aime pas, je peux comprendre. Ça m'avait moins gêné dans le Seigneur des Anneaux parce que je découvrais un peu ce style. Parce que malgré tout, avant qu'il fasse ce grand genre de mouvement de caméra, on n'en avait pas autant dans le même style. Alors maintenant, il a quand même lancé plus ou moins une mode. Les traversées de foule comme ça pendant les combats. Moi, ça m'a pas gêné autant que toi, mais je me suis dit à un moment donné, effectivement, il y a des passages où ça aurait pu ne pas bouger autant et être plus stable. Et en même temps, tu te dis, quand tu vois le The Hobbit et tu vois la majorité des films qui sortent en ce moment depuis 1 an ou 2, tu dis quand même, il y a un pied de caméra. Parce que, sérieusement, quoi. Dans la communauté de l'anneau, je trouvais qu'il y avait des passages un peu trop cutés, un peu trop soldat Ryanisants. Dans certaines scènes de combat où on comprenait pas les chorégraphies et tout. Là, il y a pas ça. Là, effectivement, il n'y a pas ça, et tant mieux. C'est peut-être dû à la 3D. Parce que vu la taille de la caméra, du dispositif, tu peux pas non plus la prendre forcément facilement sur l'épaule. Peut-être que la 3D relief aussi, à visionner aussi, peut-être qu'un truc qui bouge et qui est zoomé, effectivement, n'a aucun intérêt en relief plutôt qu'un truc ample. Et justement, je pense que c'était plus l'idée, c'était quelque part de faire une sorte de ride, comme si on était dans l'univers et qu'on était sur un petit train. Parenthèse, le HFR. Alors oui, effectivement, je l'ai vu, pas seulement en HFR, je l'ai vu en IMAX 3D et donc HFR 48 images par seconde, le nouveau procédé révolutionnaire de la Night. Et je dois dire que c'est totalement pourri. C'est-à-dire que c'est... je vois, à mon niveau, je n'ai vu à aucun moment l'intérêt. C'est-à-dire que... c'est censé mieux immerger les gens. C'est censé. Voilà. C'est censé améliorer l'immersion grâce à la 3D et le HFR. La 3D, c'est une chose. Et puis, l'intérêt aussi, c'est... le but ultime du cinéma, c'est de ressembler le plus possible au journal de 20h en termes d'image. D'ailleurs, beaucoup d'experts en numérique disent que la caméra numérique et l'image numérique est plus proche de la réalité. Je suis pas d'accord, justement, je trouve que rien que le flou de l'image est déjà... En vrai, quand on fait ça, c'est pas flou. Non, c'est toujours extrêmement net quand on fait ça. Moi, je vois du flou, regarde, là, moi, je vois du flou avec mes yeux. Mais c'est ironique. Ah, parlant de flou. Donc le HFR, on disait que ça ne sert à rien. J'avais pas fini. Disons que les toutes premières secondes, dès le putain de logo Warner Bros, je vois les LED bouger bizarrement, je fais... On dirait une sorte de vidéo bizarre. Je m'attendais pas à ça. Hein, et je peux vous dire que le
Il a résonné dans toute la salle. Et les premières images, je crois que c'est sur Bilbo, justement, vieux. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce mini DV pas désentrelacé? Enfin, on aurait dit des images vidéo, voilà, bizarres, quoi. Je me dis, ok, bon, c'est super bizarre, mais et très très moche. Mais je vais m'habituer. Ok, c'est les premières secondes, je vais m'habituer. Au bout d'une heure et demie, ça le faisait toujours pas. Enfin, je voyais toujours pas l'intérêt, je trouvais ça moche et distrayant, c'est-à-dire que ça me sortait des scènes d'action, j'étais pas, enfin voilà, ça rend pas clair les scènes d'action, le flou est bizarre. Quand les gens bougent vite, on a l'impression qu'ils sont en accéléré alors qu'ils sont en vitesse normale, c'est très 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 bizarre. Et donc au bout de 2 heures, j'en pouvais plus, au bout de 3 heures, je hurlais. Non, et donc tout ça pour dire... Mon avis là-dessus pour l'instant, c'est si vous pouvez ne pas le voir en 48 images secondes, ouais, c'est mieux de le voir sans. Au-delà de la technique, je pense que la meilleure immersion, elle provient de la narration, elle provient de la façon dont le réalisateur va vous raconter l'histoire. Et des acteurs aussi de jouer, quoi. Et de la prestation des acteurs. Et donc si vous avez des acteurs qui savent ce qu'ils font, si vous avez un réal qui sait vous parler, qui sait vous raconter, vous pouvez le filmer en H8, le film, bon j'abuse un peu. Mais en presque, DV. mais presque. Toujours est-il que je pense que, encore une fois, on essaie de nous enfumer pour augmenter le prix du billet de cinéma. Et du coup, va te faire enculer le HFR, va te faire enculer la 3D. Et Peter Jackson arrête de craquer un peu. Fin de la parenthèse. Moi, au début, je me suis dit, oula, j'espère que Bilbo, ça va pas être plus enfantin, plus gosse. Mais en fait... Et puis en plus, on a un autre aspect, entre guillemets, enfantin. Mais voilà, ça vient du bouquin. Ouais. C'est quand on découvre... l'autre magicien, oui. Celui de la forêt, j'ai oublié son nom, Ragnagna. Quand on va le délire avec les petits animaux qui sont plus ou moins humains, qui ont une forme d'humanité, qui vivent, qui meurent et tout ça, là on se dit, ouh, on est en train de glisser vers un truc un peu, voilà quoi, qui est moins adulte. Et au final, ça reste assez fin et mince pour pas trop gêner le film et pas le foutre en l'air. Et du coup, vu que le reste est quand même plus ou moins sombre. Alors plus concrètement, le film est assez long, j'avais pas forcément de problème avec sa durée. C'est plus effectivement quelques scènes où je me disais, c'est peut-être pas nécessaire de raconter ça, le film est suffisamment long, pas la peine de rajouter ces trucs. Je pense typiquement aux scènes chez les elfes avec Galadriel, machin, où ils essayent de préparer déjà, de faire vraiment préquel et tout, alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous raconte. Oui, le nécromancien, nanani, nanana, il arrive, mais qui est-ce? Mais the shadow is coming, nanana, nanana. Moi je dis, ouais, c'est quoi le rapport avec notre histoire qu'on nous raconte, qui nous intéresse jusque-là, c'est-à-dire ces nains qui essaient de retrouver leur terre. Je trouvais ça très superflu et très superficiel, en tout cas cette manière de vouloir relier absolument à l'autre trilogie. Non, vous inquiétez pas, c'est un rapport et tout, on s'en fout. Moi j'ai trouvé que dans l'ensemble, dès le début du film, très vite on retombe dans le problème de l'anneau, quoi, je veux dire. Oui, mais ça n'a pas d'importance pour l'instant, du tout. Il y a Gandalf qui a ce sentiment de dire, tiens, il y a un mal qui arrive. Alors après, je sais pas, j'ai pas vu les 2 autres films, je sais pas qu'est-ce qu'il va choisir de mettre ou pas. Mais entre les petits coups d'œil de Gandalf sur la main de Bilbo qui gratte l'anneau dans sa poche, tout ça, je veux dire, moi à titre perso, qui n'avais pas lu Bilbo The Hobbit, le livre, honte à moi, la rencontre de Bilbo et de Gollum et du fait qu'il lui tape l'anneau, sachant que c'était une trilogie, je me suis dit, ils vont garder ça pour plus tard parce que c'est quand même un énorme basculement dans l'histoire. Je pense qu'apparemment, dans cette histoire, le truc un peu important qui se passe, c'est plus au niveau des dragons et des combats qu'il va y avoir avec eux. Ils ont peut-être l'intention de rajouter plus d'éléments en rapport avec l'anneau en filigrane de l'histoire avec les dragons et les nains. Voilà, j'ai bien aimé qu'on croise, qu'on tombe sur l'anneau. Il n'y a pas cette idée de il faut absolument trouver l'anneau, machin, c'est pas important pour eux. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai eu ce sentiment, je me suis dit, c'est cool, on découvre l'anneau progressivement comme ça, sans vraiment savoir ce que c'est. Oui, voilà. Imagine si t'avais pas vu la trilogie d'avant, entre le moment où il trouve l'anneau pour la première fois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand Gandalf il regarde dans sa poche, il dit, mais il a un anneau dans sa poche, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et si t'avais jamais vu avant, je me suis dit, au final, peut-être qu'il aurait mieux valu faire ça avant le Seigneur des Anneaux, pour pouvoir avoir avoir 3 films de 3h30 qui te font patienter jusqu'au résultat final que détruire cet anneau. Et je me suis dit, putain, c'est con, ça a trop bien marché aussi dans l'ordre. Et en même temps, après coup, je me suis dit, quand tu vois le nombre d'effets que a nécessité Bilbo, parce qu'il y a quand même beaucoup de bastons et tout ça, j'ai l'impression que finalement, s'ils n'avaient pas eu l'expérience
d'effets visuels, techniques du Seigneur des Anneaux, il aurait été encore plus compliqué à faire pour une première fois. Un peu comme peut-être pour les Star Wars, qui aurait été encore plus compliqué à faire s'ils avaient fait les premiers avant, parce que plus de technologie, plus de vaisseaux partout, j'en sais rien. Les fans des bouquins ont un peu le sentiment qu'on leur sert les restes du coup, c'est-à-dire que il s'est déjà attaqué aux gros morceaux et finalement Bilbo le Hobbit c'est le petit bouquin qu'il y avait au début avant et qui a beaucoup moins d'ampleur et beaucoup moins d'importance et voilà. Il y a un peu ce truc bizarre de moins d'ampleur, de moins d'importance, moins tragique, plus enfantin. Ouais. Mais cela dit en passant, j'aime bien le fait que ce soit plus enfantin. Je suis beaucoup plus client du côté un peu enfantin, un peu peut-être léger aventure de celui-là que du côté presque ouvertement tragique de Frodon et Sam qui sont très qui sont un peu trop dans cette espèce de... Voilà, il n'y a pas assez de naïveté, pas assez d'humour. Mais après, le Seigneur des Anneaux, il est raconté dans une époque beaucoup plus triste et sombre. Oui, beaucoup plus grave, où il se passe des trucs beaucoup plus graves. Voilà, on est dans une époque beaucoup plus cool, paisible, au moment de Bilbo qu'au moment de Frodon. N'est-ce pas hein. Alors, parenthèse musicale. Oui. Moi je trouvais que c'était assez compliqué parce que la musique soit il se répétait et il faisait exactement la même chose et on n'en est pas loin mais en même temps il fallait rester dans le délire. Il n'y a pas les mêmes thèmes du tout. Mais voilà, il n'y a pas les mêmes thèmes, c'est-à-dire qu'il réutilise les anciens au bon moment pour te dire clin d'œil à l'autre trilogie. Ça je trouvais ça malin. T'as les thèmes du Seigneur des Anneaux, le thème de l'anneau, ça, au bon moment, mais il a réussi à créer des nouveaux thèmes et je trouve que le thème des nains, surtout le thème de bataille, quand ils lancent des assauts, il est super épique et je l'ai vraiment trouvé génial quoi. Et, je l'ai vraiment trouvé entraînant. Ça m'a pas marqué mais j'ai pas trouvé ça nul. Donc, j'ai bien aimé la façon dont il réutilisait les thèmes au moment approprié pour souligner tel sujet. C'est-à-dire que c'est vraiment, voilà, il y a une cohérence. Il y a une vraie cohérence. Le thème va avec ça, le thème va avec les elfes, le thème va avec ça. Donc ça c'est bien, ça c'est rafraîchissant. C'est pas qu'un univers visuel et de costumes et de décors, c'est vraiment aussi un univers sonore à chaque scène. Tu vois. Et donc vraiment ça permet aux spectateurs de s'immerger encore plus. Ça immerge vraiment. Pas tes lunettes 3D de merde ou ton HFR à 2 balles. De merde là. Bref, bonne musique épique avec des thèmes. Le mauvais côté du côté enfantin dont je parlais tout à l'heure, c'est que au final, rien de grave n'arrive vraiment. C'est-à-dire que c'est bien le côté un peu Willow, justement qu'on se rapproche d'un esprit un peu Willow, un peu aventure, c'est sympa et tout, c'est fun. Moi, il y a un moment, je trouve, on perd en crédibilité. Alors, on parle de crédibilité dans un monde totalement fantaisiste, mais c'est important. On parle de, je sais pas, 13 mecs, du coup, à peu près, 13-14 mecs, contre une armée entière de gobelins, quoi, vers la fin. Et eux-mêmes sont pas censés être tous des guerriers hyper... certains le sont, mais pas tous. Personne ne meurt, tout le monde s'en sort, aucun problème, on court partout. C'est-à-dire que dans ces scènes-là, j'ai du mal à ressentir l'implication. C'est-à-dire, je me dis, ok, de toute façon, rien ne peut leur arriver, et puis voilà, quoi, ils courent partout, c'est des super-héros, ils ne mourront jamais, il ne peut rien leur arriver. Souvent, enfin, il y a une sorte de règle dans les films où passer un certain nombre de personnages principaux, les chacos, le spectateur a tendance à décrocher avec certains ou voir de l'ensemble. Donc c'est toujours risqué d'avoir trop de persos. Non mais là ça va, il arrive quand même à se focaliser sur certains. Il arrive à se focaliser sur certains, il arrive à leur donner un rôle à chacun. Donc c'est vrai que c'est vrai que tu te dis sur toute l'aventure extraordinaire qui leur arrive, il n'y en a pas un qui meurt. Donc du coup en termes de drame, à la fin tu te sens pas. Certes c'est merveilleux, c'est beau et tout ça, mais il y a un côté maso au fond de nous qui aurait bien aimé voir quelqu'un mourir pour te dire les pauvres, c'est triste. Le problème que j'ai par rapport à toutes les choses qui leur arrivent, c'est que ça leur arrive un peu genre ça leur tombe sur la gueule les uns après les autres. C'est presque un jeu de plateforme à la fin. Oui voilà, mais c'est presque ça me gêne un peu parce que je préfère un truc qui est préparé plus ou moins, qui est genre il leur arrive ça parce que c'est normal, parce que c'est logique que ça leur arrive. Là, il y avait ce côté allons à la montagne. Oh merde, un combat de géants. On risque de mourir. Asseyons-nous ici. Oh merde, ça s'effondre, on tombe dans le repère des gobelins. Tu vois, il y avait ce côté, il tombe dans la merde à chaque fois. Je pense que c'est parce que il a fait ce mécanisme-là, mais sur l'ensemble de sa trilogie. Même les autres, comme ça. Non, sur Bilbo et Hobbit, plutôt que de mettre tout le temps ce mécanisme du « il arrive ça parce que ça, ceci, cela », et ben au lieu de le faire dans chaque scène, il le fait sur l'ensemble des 3 films. Oui, mais du coup, j'ai eu un sentiment de remplissage.
C'est-à-dire que j'ai Ouais, pas un eu l'idée- peu. j'ai pas eu. Alors après, ça donne peut-être ce côté parce que je crois que ce bouquin a été écrit comme une histoire au fur et à mesure. Je crois que c'était Tolkien qui racontait cette histoire à ses enfants ou je sais pas quoi, ou à un de ses enfants, et qui rajoutait la suite au fur et à mesure. Donc ça donne peut-être ce sentiment de. Et ensuite il se passe ça, et ensuite ça, et ensuite ça. Donc ça fait bout à bout. Forcément, ça manque d'une certaine cohérence. Il y a un truc marrant dans le film, c'est que dès le début du film, quand il décide de dire oui ou non The Hobbit, Oui, au Bilbo. The Hobbit. quand Bilbo accepte de signer le contrat et qu'il les rejoint, Ouais. et il monte à cheval après avec les autres, et puis il éternue, il a envie de se moucher, et puis il a oublié son mouchoir. Et donc tout le monde lui dit hors de question de retourner le chercher. Et puis il y a un mec qui déchire un vulgaire bout de tissu sur lui, probablement sale et nauséabond, et qui lui jette à la gueule en disant tiens, mouche-toi avec ça. Ouais. Bilbo il fait pfff, et il le garde, il le range sur lui. Ouais. Tu te dis franchement en termes d'intrigue, quel est l'intérêt de cette scène? Quel est l'intérêt de ce passage-là? Quel est l'intérêt de lui dire qu'il a envie de se moucher? Ah si, pour moi ça a plus d'intérêt. Pour moi, il y a un réel intérêt. Ouais. C'est un truc qui prépare dès maintenant pour la toute scène, la toute fin de la trilogie. C'est que dès le début, ils ont dit qu'on avait besoin de Bilbo parce que le dragon ne connaissait pas son odeur et que c'est le seul qui pourrait s'infiltrer. Ah, j'avais pas pensé à ça. Et que du coup, du fait que personne ne connaît l'odeur enfin, que le dragon ne connaît pas l'odeur de Bilbo, il va pas le voir. Sauf que pour rajouter un peu plus de piquant, Je pense que c'est ça. eh ben, il va se faire griller par le dragon parce que sur lui, il a un bout de Mais comment tissu tu qui sais sent le nain. Tu supposes. Mais Ah non, tu c'est une sais pure pas. supposition. Mais Ouais. je parie 1 milliard d'euros que qu'il va faire ça. Tu prends un grand risque là. Mais je les ai pas, de toute façon. Ils s'en fout. Non, je suis pas d'accord du tout. Ah bon? Bah alors, elle va peut-être servir à ça. Hein, Mais ça pourquoi lui ça filer un m'étonnerait, mouchoir qui sent le nain Parce qu'en fait, alors qu'ils ont c'est- dit qu'il fallait pas qu'il sente parce le que nain c'est- pour rentrer à l'intérieur? c'est de la caractérisation de personnage. Ouais, Alors que lui, ouais. c'est le Hobbit, Bilbo, typiquement, c'est le mec qui est dans son confort. Moi, j'aime bien lire, j'aime bien être chez moi, tranquille, pépère, j'en bouge pas. Et le mec, il Ouais, est dans mais- son aventure, il fait ah mon mouchoir, donc il y a une Ouais, espèce mais d'inconfort. ça, ils Ah, ont- j'ai pas mon mouchoir, qu'est-ce qu'on s'en branle Ouais, de mais ton c'est mouchoir. ça, c'est de Donc la il fait tiens, Ouais, on est d'accord. là c'est Jacouille, tu vois, c'est Jacouille qui lui Ouais. balance sa couche sale et lui il Non, fait mais ça, ouais. ah je suis d'accord, donc c'est drôle et c'est le mec qui est placé hors de son Ah, contexte, mais du coup, hors de sa zone de confort en fait. Pour moi c'était ça. je suis la d'accord. caractérisation, Mais quoi. si cette caractérisation, elle a aucun impact sur l'intrigue, je trouve que c'est une caractérisation, une sorte un Ah si, parce peu, que c'était drôle. un peu remplissage injuste. Oui, mais C'est-à-dire ça va vite, c'est Ouais, mais drôle si et derrière, elle a une ça fou- installe l'idée de Ah, mais si bah maintenant on est dans une aventure, Mhm. il y a plus le confort de chez toi, t'as plus tout à portée de main, Ouais, c'est-à-dire mais que moi, je- t'as oublié ton mouchoir, tant pis pour ta gueule. Et eux Ouais. sont dans un mode un peu généreux, accueillant, genre je pense que je sais pas s'il se fout de sa gueule quand il lui donne son mouchoir, je pense il pense être vraiment accueillant. Enfin, Non, mais c'est ça. mais il est en mode c'est ça, tiens, ouais, prends ça, se dit C'est son hospitalité. c'est de la vraie hospitalité de nain, tu vois. Ouais. Voilà, et lui il fait No offense. hein. ouais. Et il fait ouais génial mais bon voilà et ça lui met dans cette condition c'est voilà c'est le changement du personnage au fur et à mesure qui s'habitue à l'idée d'aventure. Pour moi ça c'était un truc un peu drôle de manière de dire voilà c'est le début des emmerdes pour lui, un truc aussi insignifiant qu'un mouchoir Non, mais je suis d'accord. est déjà un Ah, problème. mais ça, il l'avait déjà caractérisé. pour montrer à quel Il- point le mec est pas prêt à l'aventure du tout quoi. Ouais, mais il est caractérisé déjà à l'avance. On te le Oui, fait mais là, comprendre on te qu'il fait aime sentir, le confort. Mais on te Alors, fait c'est comme sentir ça pendant le voilà moment. dès le début Ah, dès le mais- début on te montre ça commence par ça tu vois. Moi, j'espère que c'est un vrai rôle dans la suite de l'intrigue. Je pense parce que pas je que le trouve que- mouchoir aura un vrai rôle. Ah, c'est possible. Ah, hein. moi, je pense. On sait jamais. Parce que Mais je dans le pense cas pas. s'il l'a pas, je pense qu'il aurait pu trouver un autre moyen de Moi, caractériser je ce pense que c'était truc-là. un biais, un gag pour faire comprendre cette idée. Juste, c'est le début d'aventure et hop, il y a déjà dès le Vous début. allez un voir, point. il va se faire griller par le dragon. D'accord. Parions 1 milliard. Non, je rigole. Mais non, sans Non. 10, 1. Non. Dans les trucs que j'ai moins aimé, il y a un peu ce truc de la scène d'action automatique. C'est-à-dire que typiquement, comment ils s'en sortent des gobelins, là, c'est bon bah à un moment on court partout et on tue tout le monde quoi. Alors pourquoi ils l'ont pas fait dès le début, pourquoi ils ont attendu pour faire ça, parce que ils n'ont pas de plan en fait, ils n'ont pas attendu qu'il se passe un truc. Non, ils ont juste enfin voilà. Donc il y a un côté un peu scène d'action automatique, la caméra bouge partout, on court partout, tout s'effondre, pas de problème, tchic tchac tchac. Il n'y a aucun sentiment de peur, de danger, de péril, de vrai péril. Et là où je veux en venir, c'est que dans le film, il y a une scène beaucoup plus prenante à mon goût, et beaucoup plus minime, c'est typiquement la scène avec Gollum. C'est-à-dire que pour moi, la scène avec Gollum, c'est un face-à-face, il y a deux personnes dans une espèce de grotte qui jouent à un jeu d'énigmes. Il y a beaucoup plus de tension, d'humour, de personnages, même de danger vis-à-vis de Gollum qui essaie de le manger régulièrement. Enfin, il y a ce truc de... Voilà, j'étais beaucoup plus pris dans ce truc, dans cette petite scène, enfin,
est longue, mais qui est une voilà, petite scène comparée à l'échelle du film. Qui est longue, mais qui fonctionne beaucoup plus prenante que fin. tout ce truc dans les arbres où ça s'effondre, ou le machin, et après t'as les oiseaux, et après t'as le mec avec son bras en moins. Et toi, ça s'enchaîne, c'est voilà, c'est très très beau, c'est très très bien chorégraphié. Ils ont dû se faire chier un max pour faire en sorte que tout ça tienne. Mais ça me prend pas, pour moi c'est du jonglage quoi, c'est beau hein. C'est beau, il se passe rien au final, personne ne meurt vraiment, personne n'est vraiment en danger. Pour en revenir à la scène du Gollum, ce qui marche très bien aussi, c'est que même si effectivement on sait que c'est de la 3D, ça fonctionne vraiment bien, ils l'ont encore amélioré, et il a vraiment un bon rendu et c'est impressionnant. Et puis le jeu d'Andy Serkis c'est incroyable quand il passe de mignon à effrayant à pitoyable, enfin c'est génial, ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, personnage. T'oublies complètement que c'est un perso en 3D. Oui, c'est complètement. Ça. Et tout comme dans la première trilogie, le Gollum, c'était un des rares personnages 3D qui te faisait oublier que c'était de la 3D. Et là, ça marche une fois de plus. Et ça, c'est d'un point de vue technique, bah voilà, encore bravo. Et puis derrière, effectivement, la rencontre, le dialogue, ce qui se disent et ce qui se joue à ce moment-là. Parce que à ce moment-là, il y a vraiment un enjeu qui se joue, c'est la survie de Bilbo. La survie, et en plus, il y a l'anneau, mais on ne sait même pas pour l'instant l'importance du truc. On ne connaît pas, mais c'est tout l'historique de l'anneau qui se joue là à ce moment-là, donc c'est super intéressant. Et puis aussi, et en même temps, ça démontre l'intelligence de Bilbo, ça rend le personnage meilleur et tout, machin. Et puis il y a un écho aussi à un des conseils de Gandalf qui lui dit que le vrai courage, c'est pas d'être capable de tuer, mais d'être capable de ne pas tuer et de savoir à quel moment ne pas le faire. Et à ce moment-là... Je trouve ça bizarre parce que Gandalf tue quand même plein de gens qu'il n'était pas obligé de tuer. Ouais, mais c'est des gobelins. Il arrive, il tranche dans l'art et tout machin, mais c'était des méchants. Pour moi, grosse incohérence de scénario. Alors, je pense que ça avait déjà été sorti à l'époque des premiers films. C'est quand Gandalf appelle à la rescousse les aigles. Donc pour se sortir d'un mauvais pas. Alors c'est très beau, hein, c'est génial, c'est poétique et tout. On pouvait se demander à l'époque, mais pourquoi ils n'utilisent pas les aigles pour se rendre directement au Mordor et voilà, et au lieu de faire ce chemin à pied, se faire chier à traverser des armées, des trucs. Sauf que bon, il y avait l'œil de Sauron qui disait qu'ils pouvaient pas le faire. Sauf que là, a priori, il n'y a aucun œil qui les empêche de le faire. Donc si tu veux, je trouvais ça très maladroit à la fin du film de faire ce long trajet donc en oiseau. D'ailleurs, il y avait pile poil le nombre d'oiseaux. Je sais pas comment il a fait Gandalf pour commander exactement le nombre d'oiseaux qu'il fallait pour déplacer tout le monde, parce qu'ils sont beaucoup. Ils ont un bon site web. Hein. Ils ont un bon site web, ils se démarrent bien, c'est bien foutu. Et tu peux commander exactement le nombre d'oiseaux que tu veux. Ouais, c'est bien. C'est assez pratique. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de le faire, mais je savais pas qu'on pouvait en prendre plusieurs. Ils font ce trajet en oiseau super long. Tu te dis pourquoi ils les déposent sur une espèce. Non, mais ils les déposent sur une espèce de rocher pourri. Et puis ils font il nous reste tout ce trajet là-bas. Et là, je me disais pourquoi pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin avec les oiseaux. C'était genre. Et puisque apparemment il peut l'appeler quand il veut. Et on te veut jamais. Alors à la limite, s'il nous disait. Je peux les appeler que de manière limitée, ou il y a un truc à la con qui contraint ce pouvoir, parce que c'est un pouvoir de ouf quand même. Ouais. Leur truc principal, c'est d'aller d'un point A à un point B. En gros, bon, faut affronter des dangers, mais dans cette histoire-là, c'est un déplacement. Après, il y a des gens à combattre, mais voilà. Pour l'instant, ce qu'on nous raconte, c'est un déplacement. Il s'en sert uniquement à la fin pour sauver Frodon et Sam de la lave, quoi. Oui, voilà, mais pourquoi non, il s'en sert dans la communauté de l'anneau aussi, quand il saute d'une espèce de tour. Il s'en sert à chaque fois que c'est pratique. C'est vrai. Donc c'est pour ça que c'est un peu le truc, genre... je m'en sers de temps en temps, seulement quand c'est désespéré, mais pourquoi ne pas t'en servir de manière plus radicale? Alors évidemment, il n'y aurait pas de film sinon, mais là où je veux en venir, c'est qu'il faut, dans ce cas-là, il faut impliquer des contraintes. Lui faire dire... Oui, mais attention, je peux pas le faire trop, parce que si, parce que ça a des conséquences, parce que machin. Qu'il nous fasse comprendre, ah oui, d'accord, c'est chaud, tant mieux qu'il le fasse pas plus, quoi. Mais là, il y a vraiment cette idée de, on a encore beaucoup de marche à faire, dommage qu'on n'ait pas des oiseaux qui pourraient nous transporter. Oups, on vient de les utiliser. Et là, je me disais... C'est dommage parce qu'ils te mettent côte à côte ça. Ouais, c'est vrai. C'est un peu, je trouvais ça un peu con, voilà. Alors moi je voudrais faire une parenthèse, la parenthèse interprétation. Oh là là. Interprétation. Alors moi j'ai trouvé ça intéressant à la fin, ce long plan en travelling qui survole la grotte. C'est quoi cette voix? Non, d'accord. Alors le problème c'est que techniquement j'ai trouvé que le plan de fin sur l'or dans la montagne des nains est beaucoup moins bien fait
que la plupart des FX Je suis d'accord. dans le film, ça Thématique faisait de jeu jeux vidéo. vidéo. On aurait dit un truc genre Je me Tomb suis Raider, à la Ouais. fin, tu découvres l'or dans la caverne. T'as raison. C'est trop mal fait, quoi. C'est le plan de la fin, quand même, putain. Fais un truc Mhm. chambé, quoi. Et là, t'as le dragon qui ouvre l'œil. Et là, tu te dis, ah, le clin d'œil du dragon. Ah, le clin d'œil du dragon. C'est quoi Jurassic Park? Non, le vrai danger qu'on voit à la fin surgir de la montagne d'or, c'est un œil. Et c'est la seule chose qu'on n'avait pas pendant tout le film, contrairement au Seigneur des Anneaux, Sauron. qui a l'œil de Sauron qui surveille Oui, tout le alors, temps le En film. plus, j'y ai pensé, en fait, donc c'est pas, c'est pas si codé que ça. Oui. Non, c'est pas si codé que ça, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'ils le mettent à la fin, Oui. qu'à la fin on le voit l'œil de Sauron, même si c'est Ah via oui, le oui. dragon, et que en plus c'est un clin d'œil, et que Oui. en plus c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Voilà. En fait, c'est l'œil du mal, quoi Non. qu'il arrive. Oui, quoi qu'il arrive, C'est c'est l'œil ceux du qui ont mal. les yeux un peu comme ça Voilà, sont mauvais. c'est genre mauvais. Ouais, c'est très ressemblant. Recul. Pendant tout le film, comme on disait tout à l'heure, il cherche à reproduire plein de schémas connus de manière à ce qu'on se sente un peu familier, qu'on dit ah ça me rappelle ça. Lucas parlait de ça aussi quand il faisait sa trilogie, sa préquelle quoi, ses préquelles, il cherchait à reproduire des schémas pour qu'on ait le sentiment de ah c'est une espèce d'histoire qui se reproduit et tout machin. Effectivement l'œil, je pense que c'est ça, c'est une espèce de réminiscence esthétique Oui, du tout à mal, du mal de cette trilogie quoi. C'est-à-dire que c'est une manière de pointer du doigt, de dire le gros méchant du film c'est ça. C'est ça. Et C'est ça l'œil l'œil du mal qui surveille toujours. c'est-à-dire que le film, la trilogie ne sera pas, l'histoire de la trilogie ne sera pas finie tant que ça ne sera pas réglé ou défait ou qu'on Absolument. combattu machin quoi. Bah voilà, je pense qu'on a fait un... Un petit tour. Pourquoi ce mouvement de PD comme ça? Pardon, pas d'homophobie s'il vous plaît. Pour conclure, est-ce que tu gardes ta note? C'était quoi déjà ta note? Sur 10. 8. 8, tu maintiens ton 8. Je maintiens mon Elle 8. maintient son 8. Moi je vais rester à 6,5 effectivement. Et je maintiens mon 8, mais je vais faire quand même un petit commentaire. Oui. C'est des films difficilement jugeables de manière cinématographique. Ouais, Paradoxalement. t'as toujours l'impression qu'il te manque des trucs. comme C'est pas par ça, rapport à c'est ce que je tu te disais. dis que l'univers il est tellement riche que ça pourrait effacer une pauvreté cinématographique. C'est-à-dire que je parle pas de, Ah la, oui, je je vois parle pas de la narration, je parle pas Ouais. de l'intrigue, je parle pas du scénario qui sont Oui. aussi des éléments cinématographiques, mais je parle de tout le langage filmique qui fait qu'un film est intéressant ou non, tu vois. Je veux dire, Ça peut être substitué par la richesse beauté, la richesse du du truc. film. Ouais, je vois parce ce que tu veux dire. finalement, d'un point de vue Mm. purement filmique, Mm. c'est pas un film de ouf. Il n'y a pas Mm. de grande innovation, il n'y a pas de grande réflexion sur comment on filme Par contre, il y a des scène trucs ou une autre. par contre, il y a des trucs super bien chorégraphiés. Il y a des trucs super bien faits, voilà. et il y a des scènes extrêmement Mm. bien gérées. C'est-à-dire l'univers qu'il a, la façon dont c'est géré, joué, interprété, tout ça. Mm. Voilà, 8 sur 10. Mais c'est un 8 sur 10 qui triche un peu. Ouais, voilà. Pour moi, c'est la même chose. Moi, ça monte que à 6,5. Mais ça aurait pu être moins si, voilà, s'il n'y avait pas eu tous ces décors, toutes ces chorégraphies. Il y a vraiment une générosité, non voilà, il y a de quoi se goinfrer d'Heroic Fantasy, même si ce qui se passe n'est pas toujours bien ou intéressant ou un peu gratuit, ou que ça arrive un peu comme ça. Voilà, c'est un truc que tu peux clairement, si t'es gamin, si t'y vas, si t'es pas trop regardant, c'est du grand spectacle. Donc c'est pour ça, c'est quand même... Voilà, ça a le mérite d'être bien fait, quoi. J'aurais préféré plus que des scènes à la Gollum, que des trucs un peu clés, comme ça, on est vraiment dedans. Allez, quoi, je voilà. pense que l'idée c'est de... On est toujours dans la surenchère de l'épique en ce moment. Je dis pas que j'aurais voulu que des scènes avec deux personnages, mais Ah, je bien dis juste sûr. j'aurais voulu vraiment des trucs plus... Je sais pas, plus concis, plus... Mais bon, voilà, c'est quand même... C'est Peter quand même- Jackson. c'est quand même... Mais c'est ça, c'est que Peter Jackson, dès ses premiers films, il était déjà... Même quand il avait pas de thunes, il était déjà dans la surenchère. C'est-à-dire que même quand il faisait des trucs gore, il faisait pas genre un truc gore très concentré, très... wow, attention, c'est la scène gore. Non, c'était... Ah, c'est gore, et en plus c'est ça. Et en plus, il y a un mec. Et en plus, il y a des têtes. Et en plus, il y a du sang. Et c'est pas fini, parce que l'autre, il sort une tronçonneuse. Et machin. Tu sais, il y a un côté de trop... Il y a une boulimie de... Voilà, c'était déjà le cas dans King Kong. Il y a Non, un parce trop que de trop, moi je quoi, me demande mais- si vraiment au final j'aime bien Peter Jackson en tant que réel, parce que le King Kong je suis pas très fan du film, vraiment même Ouais. pas du tout, tu vois. Je dis pas que c'est un mauvais film, Ouais. mais j'ai pas adhéré. Ouais. Et les autres films je les connais pas assez bien, j'ai vu Branded, j'ai vu quelques films gore, mais c'est pas mon délire, donc forcément j'ai eu du mal à adhérer. Et Les Feebles. bon, il y a le film avec Michael J. Fox qui était Ouais. Fantôme contre Fantôme, c'est ça. Mm. Et finalement, ouais, je me dis, est-ce que c'est pas plutôt l'univers Tolkien que j'adore que la façon de... On peut pas nier le fait qu'il y a un énorme travail d'adaptation et que peut-être qu'un autre réal n'aurait pas réussi à faire C'est ça, aussi bien. faut imaginer le carnage que ça aurait pu être.
Absolument. Et qu'au final, c'est pas Tu si files mal. le Seigneur des Anneaux à Michael Bay, vas-y, juste projection, quoi. Non, oui, voilà, ça. Michael, no offense. Si, offense. Non, arrête, il a fait les choses bien. arrête. T'oublies Rock, t'oublies... Attends. Non, je garde que Rock et Armageddon, mais voilà. C'est tout. Quoi, Armageddon? Quoi? Mais non, mais moi j'aime Le bien reste, Transformers 1. Voilà, donc Voilà. merci bande de débiles de passer autant de temps devant votre ordinateur à écouter nos conneries. Voilà. Et vous êtes super nombreux en plus. Enfin, j'en sais rien. Non. Et puis, promis, bientôt on trouve un film sur lequel on n'est pas du tout d'accord. Ouais. Et je lui défonce sa gueule. Ok, moi aussi. Voilà, salut. Salut. Bah, tu viens pas?